ma femme m'a tendu les papiers de séparation pendant notre dîner d'anniversaire de mariage, alors que sa famille riait et portait un toast à son nouveau départ. J'ai calmement signé chaque page, je me suis penché vers elle et je lui ai dit, « Tu viens de mettre fin à la seule stabilité que tu aies jamais connue. » 6 semaines plus tard, elle s'est présentée à ma porte, tremblante. J'ai 36 ans et je pensais avoir compris comment fonctionnait le mariage. On se dispute, on fait des compromis, on construit quelque chose ensemble, même quand c'est difficile. J'étais avec ma femme, que je nommerai Camille, depuis 8 ans, et mariée depuis 5 ans. Nous nous étions rencontrés par des amis communs lors d'un apéro dînatoire, nous avons commencé à sortir ensemble, avons emménagé ensemble après 1 an, et nous sommes mariés 2 ans plus tard. Une trajectoire normale, une vie normale, sauf que ce n'était plus normal. Notre 5e anniversaire de mariage approchait fin septembre. Elle était distante depuis des mois, environ depuis juin, peut-être même avant. Je lui demandais ce qui n'allait pas et elle répondait rien ou juste le stress du travail ou tu ne comprendrais pas. J'ai essayé de lui laisser de l'espace. J'ai essayé de la soutenir. J'ai essayé d'organiser des choses qu'elle aimerait. Rien n'y faisait. 2 semaines avant notre anniversaire, elle s'est soudainement montrée enthousiaste à l'idée de le fêter. Elle a dit qu'elle voulait faire un grand dîner dans ce restaurant gastronomique très chic du centre-ville. Elle a dit qu'elle voulait que ses parents et sa sœur soient là. J'ai trouvé bizarre d'inviter la famille pour un anniversaire de mariage, mais elle a insisté sur le fait que ce serait significatif. Je me suis dit qu'elle essayait peut-être de renouer, de rendre les choses spéciales à nouveau. Alors, j'ai accepté. Le soir est arrivé. J'ai mis le costume qu'elle m'avait toujours dit aimer sur moi. Je lui ai acheté des fleurs, des roses blanches, ses préférées. J'ai retrouvé tout le monde au restaurant à 19h. Ses parents, Gérard et Martine, étaient déjà là, ainsi que sa sœur, Chloé, avec son mari arrogant qui ne m'a jamais apprécié. Ils étaient tous sur leur 31, les boissons déjà commandées, riant de quelque chose quand je suis entré. Je me suis assis. Désolé, j'ai quelques minutes de retard. Les embouteillages sur le périphérique étaient terribles. Camille a souri. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. C'est bon. On commençait juste. Son père a levé son verre. À la famille. Tout le monde a trinqué. Je me suis joint à eux, confus mais jouant le jeu. Le dîner a commencé. Conversation banale. Sa mère a posé des questions sur ma semaine, j'ai répondu. Sa sœur a fait une remarque sur la beauté du restaurant, disant qu'elle n'était jamais allée dans un endroit aussi huppé. J'ai ignoré le sous-entendu selon lequel je n'emmenais pas habituellement ma femme dans de beaux endroits. Nous étions déjà venus ici 3 fois. Au milieu des entrées, Camille a fouillé dans son sac à main, en a sorti une grande enveloppe craft et l'a posée sur la table entre nous. « C'est quoi ?» ai-je demandé. « Ouvre-la. » J'ai regardé autour de la table. Sa famille me regardait, non pas avec curiosité, mais avec attente, comme s'ils savaient ce qui allait arriver. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une convention de divorce datée de 2 semaines plus tôt, déjà préparée par un avocat. J'ai levé les yeux vers elle. C'est quoi ça? Je pense que c'est assez clair. Tu me remets une demande de divorce à notre dîner d'anniversaire? Je voulais le faire dans un lieu public, un endroit où tu ne pourrais pas faire de scène. Sa sœur a ri. Elle a vraiment ri. Oh mon Dieu, sa tête. J'ai fixé les papiers, lu la première page. Cela décrivait un accord de séparation, la division des biens. Elle voulait l'appartement, voulait la voiture que nous avions achetée l'année dernière, voulait la moitié de mon plan d'épargne. Tu planifies ça depuis un moment, ai-je dit. Oui. Et tu as amené ta famille pour regarder? Sa mère est intervenue. Nous sommes là pour la soutenir. C'est une grande étape. Une grande étape? Nous sommes mariés. Plus pour très longtemps, a dit sa sœur avec un sourire narquois. Camille s'est penchée en avant. Écoute, Nicolas, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse depuis longtemps. Tu es. Tu es bien. Tu es stable. Mais je ne veux plus du bien. Je veux plus. Plus de quoi? Plus de vie, plus d'excitation, plus de tout. Son père a levé son verre à nouveau. Au nouveau départ. Ils ont tous trinqué. Alors que j'étais assis là, tenant les papiers qui allaient mettre fin à mon mariage, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de colère, pas de tristesse,
juste de la clarté. J'ai sorti un stylo, j'ai signé chaque page, je n'ai pas lu les détails, je n'ai pas négocié, j'ai juste signé. Camille avait l'air choquée. Tu ne vas pas te battre? Non. Pourquoi? Je me suis penché tout près, gardant ma voix calme. Parce que tu viens de mettre fin à la seule stabilité que tu aies jamais eue. Je me suis levé, j'ai laissé les papiers signés sur la table, j'ai regardé sa famille. Profitez de votre fête. Je suis sorti, laissant les fleurs sur la table, et je suis rentré chez moi en silence. Le trajet de retour vers l'appartement semblait irréel. Les lumières de la ville défilaient floues par mes fenêtres. Je n'arrêtais pas de repasser la scène dans ma tête. Son expression suffisante, le rire de sa sœur, le toast de son père. Ils avaient chorégraphié tout le truc, planifié ça comme un événement familial tordu, et j'avais foncé droit dedans. Quand je suis arrivé à la maison, je n'ai pas allumé les lumières, je me suis juste assis dans le salon sombre pendant 1 heure, à réfléchir, à assimiler. L'appartement semblait déjà différent, comme s'il savait que quelque chose avait changé. J'ai regardé autour de moi toutes les choses que nous avions accumulées ensemble. Le canapé pour lequel nous nous étions disputés, la table basse qu'elle avait trouvée au puce de Saint-Ouen, les photos encadrées au mur, notre mariage, les vacances, les fêtes d'anniversaire. Tout cela ressemblait soudain à des preuves d'une vie qui venait de s'éteindre. Vers minuit, je me suis levé et j'ai commencé à décrocher les photos. Pas avec colère, pas avec émotion, juste en les retirant méthodiquement des murs et en les empilant face contre table sur la table à manger. Je n'étais pas prêt à les jeter, mais je ne pouvais pas non plus les regarder. Mon téléphone a vibré. Un SMS de sa sœur, je n'arrive pas à croire que tu sois juste parti. Tellement dramatique. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Un autre SMS est arrivé, de sa mère cette fois, on attendait mieux de ta part. Elle méritait une vraie conversation. Je l'ai bloqué aussi. Puis un de Camille, on doit parler de la logistique. J'ai fixé ce message un long moment avant de répondre, fait contacter mon avocat par le tien. Elle a essayé d'appeler. J'ai refusé. Elle a rappelé. Refusé encore. Elle a envoyé un autre SMS, tu es gamin. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Mise à jour 1. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Un bon. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il a examiné la convention qu'elle m'avait fait signer. Avez-vous lu ceci avant de signer? Non. Vous auriez dû. Elle demande des choses auxquelles elle n'a pas droit. Le bail de l'appartement est à votre nom seul. La carte grise de la voiture est à votre nom. Vos comptes d'épargne sont séparés. Puis-je contester? Vous avez déjà signé, mais nous pouvons répondre avec nos propres termes. Elle ne peut pas vous forcer à lui donner des biens qui vous appartiennent légalement. J'ai déposé une contre-proposition cette semaine-là, offrant une rupture nette. Elle prend ce qui est à elle. Je garde ce qui est à moi. Pas d'appartement, pas de voiture, pas d'épargne. Elle pouvait avoir les meubles que nous avions achetés ensemble et ses effets personnels. C'est tout. Elle m'a appelé 2 jours plus tard. C'est quoi ce bordel? Une séparation équitable. Tu as signé mes papiers et maintenant je clarifie les termes. Tu ne prends pas des choses qui ne sont pas à toi. Nous avons acheté ces choses ensemble. Non, je les ai achetées. Tu vis dans un appartement dont je paie le loyer. Tu conduis une voiture que j'ai financée. Tu n'y as pas droit. Tu es mesquin. Je suis précis. Elle a raccroché. Sa sœur m'a envoyé un SMS ce soir-là, depuis un autre numéro, je suppose, tu es une ordure. J'ai bloqué ce numéro. La semaine suivante fut étrange. J'allais au travail à la Défense, je rentrais, je préparais le dîner, je regardais la télé, une routine normale, mais tout semblait vide. Je me surprenais à vouloir lui raconter un truc drôle arrivé dans la journée, puis je me rappelais qu'elle n'était pas là. Je faisais trop à manger par habitude, puis je fixais les restes. Des amis ont commencé à me contacter. La nouvelle s'était répandue d'une manière ou d'une autre. Ils voulaient savoir si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. J'appréciais, mais je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas ressasser les détails ou accepter leur pitié. Je voulais juste avancer. Mon avocat m'a appelé le vendredi suivant. Elle veut négocier. Elle dit que les termes que vous proposez sont déraisonnables. Ce sont les seuls termes que je propose.
Elle prétend qu'elle a contribué financièrement au ménage et mérite une compensation. Elle travaillait à temps partiel et payait les courses occasionnellement. J'ai couvert le loyer, les charges, le crédit auto, l'assurance, et tout le reste. C'est ce que j'ai dit à son avocat. Ils insistent quand même. Laissez-les insister. Je ne change pas les termes. 2 semaines ont passé. Mon avocat me tenait au courant des allers-retours. Elle devenait désespérée. Son avocat essayait tous les angles. Préjudice moral, accord tacite. Rien ne tenait. Pendant ce temps, j'ai commencé à remarquer des changements en moi. Je dormais mieux, je mangeais mieux. L'anxiété sourde et constante que je portais depuis des mois avait disparu. J'ai réalisé que je marchais sur des œufs depuis si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait d'exister sans s'inquiéter de l'humeur de quelqu'un d'autre. Mise à jour 2. 3 semaines ont passé. Mon avocat gérait toute la communication. Elle voulait négocier, voulait discuter. J'ai refusé. Il n'y avait rien à discuter. Elle avait rendu sa décision publique. M'avait humilié devant sa famille. Avait traité notre mariage comme une blague. J'ai commencé à emballer ses affaires, des cartons de vêtements, de livres, de photos, des trucs qu'elle avait accumulés sur 8 ans. J'ai été méthodique. Je n'ai rien jeté. Je n'ai rien abîmé. J'ai juste tout emballé proprement et empilé les cartons dans la 2e chambre. Trier ses affaires était thérapeutique d'une manière bizarre. Chaque objet racontait une histoire, le pull que je lui avais offert pour son anniversaire il y a 3 ans, les livres qu'elle n'avait jamais fini de lire, la boîte à bijoux remplie de choses que je lui avais offertes au fil des ans. J'ai tout emballé soigneusement, mais je ne ressentais rien. Pas de nostalgie, pas de regret, juste l'action mécanique de trier et mettre en boîte. 4 semaines après, elle s'est présentée à l'improviste, a frappé à la porte vers 20h un mardi soir. J'ai ouvert. Qu'est-ce que tu veux? Je peux entrer? Non. Je veux juste parler. On a des avocats pour ça. S'il te plaît, 5 minutes. Je suis sorti sur le palier, j'ai fermé la porte derrière moi. Parle. Elle avait l'air fatiguée. Cheveux tirés en arrière, pas de maquillage, un jogging, et une vieille veste que je reconnaissais d'il y a des années. Je crois que j'ai fait une erreur, a-t-elle dit. D'accord. Je n'aurais pas dû faire ça comme ça au restaurant avec ma famille. Tu as raison. Tu n'aurais pas dû. J'étais en colère. Je me sentais piégé. Je ne savais pas comment faire autrement. Alors tu m'as humilié à la place. Je suis désolé. Trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu as déjà fait ton choix. Tu voulais sortir. Tu es dehors. Mais si je veux revenir? Je l'ai fixé. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que tu ne m'as pas juste quitté. Tu en as fait un spectacle. Tu as transformé notre mariage en divertissement pour ta famille. On ne revient pas de ça. Les gens font des erreurs. Ouais. Et les gens vivent avec les conséquences. Elle a commencé à pleurer. S'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Je vis chez ma sœur et elle me rend folle. Son mari n'arrête pas de faire des remarques. Mes parents n'arrêtent pas de demander quand je vais prendre mon propre appartement. Alors prends ton propre appartement. Je ne peux pas me le permettre. Tu sais que je ne peux pas. Tu aurais dû y penser avant de signer les papiers de séparation. Je pensais que tu me donnerais l'appartement. Pourquoi je ferais ça? Parce qu'on était ensemble. Parce que tu m'aimais. Je t'aimais. Au passé. Elle a essuyé ses yeux. Tu ne t'en soucies vraiment plus. Je me soucie du fait que tu m'as embarrassé. Je me soucie du fait que tu as impliqué ta famille dans quelque chose de privé. Je me soucie du fait que tu as essayé de prendre des choses que tu n'as pas gagnées. Mais est-ce que je me soucie de toi? Non, plus maintenant. Tu es froid. Je suis clair. Il y a une différence. Elle s'est retournée et est partie, et montée dans une voiture que je ne reconnaissais pas, probablement empruntée à sa sœur, et a démarré. Je suis rentré et me suis assis sur le canapé. Mes mains tremblaient légèrement, pas d'émotion, mais d'adrénaline. J'avais tenu bon et ça faisait du bien. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je m'étais fait passer en premier sans m'excuser.
Ce soir-là, j'ai commandé à manger chez mon traiteur préféré, celui dont elle se plaignait toujours qu'il était trop gras. Je l'ai mangé en regardant une série qu'elle détestait. Je suis allé me coucher à minuit sans m'inquiéter de la réveiller. De petites libertés, mais elles s'additionnaient. Mise à jour 3. 6 semaines après le dîner, elle s'est présentée à ma porte à nouveau. C'était un vendredi soir. Je préparais le dîner, j'écoutais de la musique, je profitais du calme. Elle a frappé. J'ai regardé par le Judas. Elle tremblait, pleurait. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte. Quoi? J'ai besoin d'aide. Pourquoi? Tout. J'ai perdu mon boulot. Ma sœur m'a viré. Je n'ai nulle part où aller. Pourquoi as-tu perdu ton boulot? J'ai raté trop de jours. J'étais trop stressé. Ils ont dit que je n'étais pas performante. Et pourquoi ta sœur t'a viré? Parce que je ne pouvais pas payer le loyer. Elle voulait 500 € par mois. Je ne les ai pas. Alors je suis venu ici. Tu es la seule personne qui me reste. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Laisse-moi résumer. Tu m'as humilié, tu as essayé de prendre mes affaires, tu as refusé de négocier raisonnablement, et maintenant tu veux mon aide. Oui. Non. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu aurais dû penser à ça il y a 6 semaines. Je sais. Je sais que j'ai merdé, mais je suis désespéré. Ce n'est toujours pas mon problème. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, débrouille-toi comme une adulte. Tu vas vraiment me laisser sans abri? Tu m'as laissé humilié. On est quitte. Elle s'est effondrée contre le cadre de la porte, sanglotant. Un effondrement total. Les voisins commençaient à regarder par leurs fenêtres. Tu dois partir, ai-je dit. Je ne peux pas. Alors j'appelle la police. Tu ne ferais pas ça. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à composer le 17. Elle s'est levée. C'est bon. C'est bon. Je m'en vais. Elle a trébuché dans le couloir de l'immeuble. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle soit partie. Puis j'ai fermé la porte et je suis retourné à la préparation de mon dîner. Le pavé de saumon que je cuisinais était légèrement trop cuit, mais je l'ai mangé quand même. J'ai mis du jazz, je me suis versé un verre de vin, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de Paris. Mon téléphone est resté silencieux. Plus de coups à la porte, plus de pleurs, juste la paix. Mise à jour 4. Une semaine plus tard, sa mère m'a appelé. Je n'ai pas reconnu le numéro, alors j'ai répondu. Allô, c'est moi. J'ai reconnu sa voix immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez? Ma fille est dans une très mauvaise situation. Je suis au courant. Elle loge dans un hôtel bon marché. Elle peut à peine se payer à manger. D'accord, vous pourriez l'aider. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. C'est la famille. C'était la famille. Elle a mis fin à ça. Vous êtes cruel. Je suis cohérent. Elle a fait son choix. Elle a fait une erreur. Oui. Et elle vit avec. C'est comme ça que fonctionnent les conséquences. Quel genre d'homme êtes-vous? Le genre qui ne se laisse pas marcher dessus 2 fois. Elle a raccroché. Je suis resté assis un moment, à traiter l'appel. Sa mère était là ce soir-là, avait levé son verre, avait souri pendant que sa fille m'humiliait. Et maintenant elle voulait que je sois le plus grand, que je sauve quelqu'un qui m'avait publiquement détruit. L'audace était presque impressionnante. 2 jours après ça, l'avocate de Camille a contacté le mien. Elle voulait renégocier, voulait accepter moins, voulait tout finaliser rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Mon avocat m'a appelé. Elle est désespérée. On peut pousser pour un meilleur accord. Non. Donnez-lui l'offre originale. Elle prend ses affaires. Je garde les miennes. Rupture nette. Vous êtes sûr? Ouais. La plupart des gens profiteraient de cette situation. Je ne suis pas la plupart des gens. Je veux juste que ce soit fini. Les papiers ont été finalisés fin octobre. Mariage officiellement terminé. Elle a signé sans protester cette fois. Mon avocat a dit qu'elle avait l'air vaincue quand elle est venue, a tout signé en moins de 10 minutes, et est partie sans dire un mot. Le jour où le divorce est devenu officiel,
je n'ai rien ressenti, pas de soulagement, pas de tristesse, juste une reconnaissance calme qu'un chapitre était clos. Je suis allé travailler, j'ai déjeuné avec un collègue, je suis rentré et j'ai fait le dîner. La vie a continué. J'ai commencé à redécorer l'appartement. Nouvelle peinture dans le salon, une couleur que j'avais toujours voulu mais qu'elle avait refusée. Nouveaux meubles pour la chambre. J'ai jeté le vieux canapé et en ai acheté un que j'aimais vraiment. Lentement, l'espace est devenu le mien, pas le nôtre. Le mien. Des amis m'ont invité à sortir plus souvent. J'ai commencé à dire oui. Je suis allé à des dîners, des bars, des week-ends. J'ai renoué avec des gens dont je m'étais éloigné pendant le mariage. Un ami m'a dit, tu as l'air plus léger, comme si tu étais vraiment là maintenant. J'ai réalisé qu'il avait raison. Je faisais semblant depuis des années, et maintenant je vivais vraiment. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai recommencé à courir, j'ai perdu les 7 kilos que je traînais depuis le mariage, j'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai changé de coupe de cheveux. De petits changements, mais ils s'additionnaient. Je me suis regardé dans le miroir un matin et je me suis à peine reconnu. Pas parce que j'avais l'air différent, mais parce que j'avais l'air présent, engagé, vivant. Mise à jour 5. 3 mois après le dîner d'anniversaire, j'ai croisé sa sœur Chloé dans un café. Pure coïncidence. Je récupérais ma commande habituelle quand je l'ai vue dans la file derrière moi. Elle avait l'air mal à l'aise. Et, a-t-elle dit. Et, ai-je répondu sans m'arrêter. On peut parler une seconde? Pas vraiment intéressé. C'est à propos d'elle. Je me suis retourné. Quoi à propos d'elle? Elle ne va pas bien. Je pensais que tu devrais savoir. Pourquoi aurais-je besoin de savoir ça? Parce que vous étiez mariés. Parce que vous avez passé 8 ans ensemble. Et elle y a mis fin publiquement. Cruellement. Donc quoi qu'elle traverse, ce n'est pas mon souci. Sa sœur a baissé les yeux. Je sais que ce qu'on a fait était mal. Ce dîner. Avoir tout le monde là. C'était son idée, mais on a suivi. On pensait que c'était. Je ne sais pas. On pensait que c'était ce dont elle avait besoin. Et maintenant? Maintenant je vois qu'on avait tort. Elle est misérable. Elle vit chez nos parents, travaille comme vendeuse, peut à peine payer sa facture de téléphone. Elle pleure tous les soirs. C'est malheureux. Tu t'en fiches vraiment? Je m'en suis soucié pendant 8 ans. J'ai essayé de la rendre heureuse, j'ai construit une vie avec elle, et elle a tout jeté pour du divertissement. Donc, non, je ne m'en soucie plus. Elle veut s'excuser, te parler vraiment. Je ne veux pas l'entendre. Tu n'es même pas curieux de savoir pourquoi elle a fait ça? Non. Comment peux-tu juste éteindre tes sentiments comme ça? Parce qu'elle m'a montré exactement qui elle était, et je l'ai cru. J'ai pris mon café et je suis parti. Sa sœur m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné. Je n'avais rien d'autre à dire. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est elle. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. J'ai besoin d'expliquer. Je l'ai effacé. Bloquer le numéro. Fait le dîner. Regarder un film. Aller au lit. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois depuis ce dîner d'anniversaire. Le divorce est prononcé. J'ai gardé l'appartement, la voiture, mon épargne. Elle a eu ses affaires et rien d'autre. J'ai entendu par un ami commun qu'elle vit chez ses parents maintenant, travaille à temps partiel dans un magasin, essayant de se remettre sur pied. Sa famille a apparemment arrêté de trouver la situation drôle une fois qu'ils ont réalisé qu'elle avait vraiment détruit sa vie. Sa sœur a divorcé récemment, elle aussi. Le karma a le sens de l'humour. Ses parents ne lui parlent plus beaucoup. Ils sont embarrassés par la tournure des événements. L'ami commun m'a dit qu'elle demande parfois de mes nouvelles. Veut savoir si je vois quelqu'un, si je suis heureux, si je pense à elle. J'ai dit à l'ami d'arrêter de me dire ces choses. Je me fiche de sa curiosité. Je me fiche de ses regrets. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. Renouer avec de vieux amis. Voyager un peu. J'ai fait un voyage dans l'Ouest américain, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais qui ne l'avait jamais intéressé. J'ai fait de la randonnée dans les canyons, campé sous les étoiles,
manger dans des dîners le long d'autoroutes désertes. Je ne fréquente personne pour l'instant. Je ne me sens pas prêt, mais je n'y suis pas fermé non plus. Je redécouvre qui je suis sans quelqu'un pour me dire constamment que je ne suis pas assez bien. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière si je me sentais mal pour la façon dont les choses ont tourné pour elle. Non, vraiment, pas même un peu. Elle a fait une performance de la fin de notre mariage. Elle a ri pendant que sa famille se moquait de moi. Elle a essayé de prendre des choses qu'elle n'avait pas gagnées et ensuite elle est revenue quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas gérer les conséquences. Pourquoi je me sentirais mal? Parce qu'elle galère? Je galérais aussi quand elle m'a humilié. La différence, c'est que je n'ai pas couru vers elle pour pleurer. C'est dur. C'est honnête. J'ai 36 ans. J'ai mon propre chez moi, ma propre vie, et ma propre paix. Elle a le canapé de ses parents et toutes les leçons qu'elle est prête à tirer de tout ça. Certaines personnes ne comprennent jamais que la stabilité n'est pas ennuyeuse. C'est précieux. Que la fiabilité n'est pas un défaut. C'est rare. Que embarrasser son partenaire pour rire à un prix qu'on ne peut peut-être pas se permettre. J'ai définitivement fait le bon choix. Eddie 1. Beaucoup de gens demandent si j'ai jamais su pourquoi elle voulait vraiment la séparation. Honnêtement, je m'en fiche. Que ce soit une autre personne, une crise de la quarantaine, ou juste qu'elle soit malheureuse, ça n'a pas d'importance. Elle a géré ça de la pire manière possible, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Eddie 2. Pour ceux qui disent que j'aurais dû réfléchir davantage ou essayer une thérapie, nous avons fait une thérapie de couple 8 mois avant que cela n'arrive. Elle a arrêté d'y aller après 3 séances. Elle a dit que c'était inutile. J'ai continué à y aller tout seul pendant 2 mois de plus. J'ai essayé. Eddie 3. Quelqu'un a demandé si sa famille s'était excusée. Non, pas une seule fois. Ils ont encouragé son comportement et maintenant ils gèrent les retombées. Ils ont fait leur lit, eux aussi.